J'imagine que c'était chorégraphié. J'ai vu quelques-uns de mes camarades là-haut. Bien, on va attaquer, ça fera venir les troupes. Merci à Monsieur Tavernier et Monsieur Moreau d'avoir répondu à l'invitation de notre commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France, dont les auditions ont commencé la semaine dernière. Je remercie Monsieur Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la fameuse INSEE que les élus, dans tous les cas, et les Français, pour la plupart, connaissent bien, ainsi que M. Sylvain Moreau, directeur des études statistiques d'entreprise à l'INSEE, de venir présenter les données dont votre institution dispose et ainsi traduire les tendances significatives qui s'en dégagent. Bien que l'INSEE reste le chef de file du dispositif statistique français, d'autres administrations produisent également des statistiques sur l'énergie. Il y a en effet plusieurs approches possibles de cet objet d'étude, monétaire ou physique. Par ailleurs, l'appareil statistique français a toujours été corrélé à des organisations européennes ou internationales, ce qui est particulièrement nécessaire dans la compréhension des données économiques, ainsi que pour assurer le suivi des évolutions dans le domaine de l'énergie. C'est pourquoi, le 15 novembre prochain, nous auditionnerons en plus de l'INSEE, d'autres instances statistiques françaises et l'Agence internationale de l'énergie pour compléter les données que nous pourrons recueillir déjà cet après-midi. Messieurs, en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, vous devez, Monsieur Tavernier et Monsieur Moreau, prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Ainsi, Monsieur Tavernier, je vous prie de lever la main droite et de dire « je le jure ». Je le jure. À votre tour, Monsieur Moreau. Je le jure. Je vous remercie et je vous laisse donc la parole pour un propos introductif avant de passer à mes questions, à celles du rapporteur et à celles des membres de la commission. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais présenter, mais sans commenter chacune, enfin, en tout cas pas toutes les diapositives, pas toutes qu'on a mis dans le diaporama, mais je vais vous commenter le diaporama qu'on vous a fait parvenir, avec beaucoup de tableaux, de graphiques, de statistiques et d'informations sur une matière où il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Donc, alors je signale au passage, pour qu'on s'y retrouve, c'est que le diaporama est paginé. Le numéro de la page, c'est un petit chiffre qui se trouve à droite du bandeau bleu de chaque diapositive. Donc on a essayé de vous faire un pot pourri, alors pas trop pourri j'espère, mais d'un certain nombre d'informations qu'on a dans la statistique publique. Je commencerai par dire un mot de l'organisation de la statistique publique en la matière, et puis ensuite on parlera du cœur du sujet qui est la facture énergétique et la manière dont on explique son évolution. Et puis ensuite on vous montrera ce qu'on a comme indicateurs partiels, mais sur la production d'énergie, certains indicateurs, production d'énergie, des comparaisons inter-européennes, et puis l'impact des prix d'énergie, à la fois sur les ménages et les entreprises. Alors, un mot, oui, pour commencer, sur l'organisation de la statistique publique. La statistique publique en France, c'est l'INSEE, qui est un peu le navire amiral, mais qui est assorti de 16 services statistiques ministériels. Et donc, il y en a deux qui vous intéressent particulièrement, mais je crois que vous les avez repérés et que vous les auditionnerez dans quelques jours. C'est le SDES, et ça, son acronyme, donc le service statistique du ministère de la Transition écologique et actuellement du ministère de la Transition énergétique, qui est ici au Commissariat général au développement durable, donc qui a la main sur toutes les statistiques d'énergie, notamment physiques, en termes d'équivalent de tonnes équivalent pétrole ou de térawattheure, mais je vous donnerai un peu la flaveur de ce qu'ils font dans l'exposé, mais ça vous pourrez les torturer davantage quand vous les verrez. Et aussi le département des statistiques de la direction de la douane sur toutes les données du commerce extérieur, bien entendu. Sachant que ce qu'on fait, et alors en la matière, ça doit répondre à peu près au ratio. Les 2/3 de ce qu'on fait en matière statistique, c'est régi par des règlements européens à l'heure actuelle. En France, on a encore les moyens d'en faire plus. Il y a des pays où on fait juste, on applique les règlements européens, point barre. Alors, je vais peut-être commencer, donc page 7,
par vous présenter la facture énergétique en milliards d'euros. Et donc son rôle dans l'évolution et la dégradation récente de la balance commerciale. Sujet d'actualité, puisqu'on a encore un chiffre qui est sorti ce matin des douanes, ce matin ou hier. Et donc vous voyez une assez grande stabilité du solde commercial tout au long de la décennie. Le graphique commence en 2012 jusqu'à l'avant-Covid, on va dire, avec en gros un excédent léger en matière de biens hors énergie en moyenne. Des services qui sont à l'équilibre, et la correction territoriale, ce sont les échanges de tourisme. C'est les dépenses des étrangers en France, moins la dépense des Français à l'étranger. Donc on voit bien on est un pays touristique et ça apporte l'excédent. Et en négatif, vous avez la balance commerciale sur les biens énergétiques, donc tout ça en milliards d'euros. Quelque chose qui était stable et plutôt en baisse par rapport au début de la décennie, bien jusque les trimestres récents, où vous voyez que la dégradation en fait de la branche énergie, l'histogramme orange, épouse en gros la dégradation de l'ensemble du solde commercial, le trait bleu, avec un déficit des biens hors énergie qui est apparu. Bon, c'est pas notre sujet, mais qui est compensé à peu près jusqu'à aujourd'hui par l'excédent du tourisme, réapparu après l'interruption du Covid, et un excédent de service qui est dû en partie au fait qu'on a un grand opérateur de fret maritime qui a profité lui aussi de la situation récente. Alors, au graphique suivant, on le présente en part de PIB, le solde des échanges énergétiques. Là, il s'agit de données annuelles qui s'arrêtent en 2021, je crois. Et vous voyez que sur série longue, on a quelque chose qui est autour de 2 points de PIB, la balance des produits énergétiques, avec un point plus élevé pendant toute la période qui a suivi le premier puis le deuxième choc pétrolier. Et puis retour à peu près dans ces eaux-là, 2 points de PIB, voire un peu moins, après le contre-choc pétrolier de 86. Bon, il y a eu des évolutions récentes. On va zoomer là-dessus sur le graphique suivant, page 9, où en plus on a des données trimestrielles. Donc on a des évolutions récentes sur lesquelles je vais revenir ensuite, de dégradation de la facture énergétique, notamment au début de la décennie, autour de 2010, et une réduction de cette facture énergétique à la fin de la décennie. Et puis sa brutale aggravation depuis un peu plus d'un an. Donc on voit ensuite sur ce graphique la décomposition entre les produits pétroliers, les hydrocarbures bruts, les produits pétroliers raffinés, le rose, et puis ce qui apparaît évidemment, c'est notable, en gris, c'est que les échanges excédentaires d'électricité, alors évidemment faibles en masse par rapport aux importations de produits pétroliers, mais enfin qui étaient quand même très constantes, cet excédent d'échanges en matière d'électricité a cédé la place ces derniers trimestres à un déficit important qui participe évidemment de l'aggravation. On se retrouve ces derniers trimestres, au dernier trimestre, pas très loin du niveau en part de PIB de la facture énergétique du début des années 80 à son acmé après le deuxième choc pétrolier. Je vais passer le tableau, j'y reviendrai. Je n'ai pas l'intention de vous présenter le tableau, mais j'y reviendrai tout à l'heure pour en dire un mot. Et sur la page 11, oui, je voudrais introduire la manière dont on va décomposer l'explication de cette facture énergétique. En gros, c'est le produit de trois termes. 2 termes de volume et un terme de prix. Les 2 termes de volume, c'est d'une part la part des importations dans l'énergie primaire consommée en quantité physique, on parle bien en volume,
Donc ça, c'est est-ce qu'on importe plus ou moins de l'énergie qu'on consomme? Deuxième terme important, c'est notre intensité énergétique de l'activité, de la croissance. Est-ce que la quantité d'énergie consommée rapportée au PIB s'accroît ou décroît? Et puis, puisqu'on a deux termes de volume, il faut évidemment un troisième terme qui est le prix relatif des importations d'énergie par rapport au PIB. Et les graphiques suivants vont un petit peu illustrer et documenter les trois termes de cette équation. C'est le produit de ces trois termes qui va expliquer l'évolution de la facture énergétique. En ce qui concerne les importations d'énergie rapportées, alors là c'est un graphique sur l'énergie primaire, bon, et c'est de la quantité physique, donc du coup en térawattheure, j'imagine. Et vous trouvez ça dans alors ce petit cahier là où il y a énormément de choses que ma collègue du SDES, du service statistique municipal de l'environnement, pourra vous décrire à loisir quand vous l'auditionnerez, qui est donc les chiffres clés de l'énergie, où on a notamment pas mal de chiffres sur le bilan énergétique de la France annuel. Bon, ce qu'on voit là, c'est que après avoir baissé au moment de l'accroissement du développement de la production d'électricité nucléaire, dans les années 70-80, on a une stabilité assez forte de la part d'énergie qui est importée par rapport à ce qui est consommé, avec même une petite baisse dans les... Alors, évidemment, il n'y a pas le point 2022 ici. On s'arrête avant. C'est 2021. Ça tourne autour de 60%. Et donc ça ne concourt pas à une évolution particulière de la facture énergétique. C'est stable, en gros, depuis qu'on a le parc nucléaire à maturité. Ce qui signifie, comme vous voyez, qu'on part de chiffres élevés, a fortiori, on n'a jamais été à 0%, donc on est, mais d'autres vous l'ont dit avant moi, on n'est pas en situation, ça fait longtemps qu'on n'est pas en situation d'indépendance et de souveraineté énergétique, puisque le titre de votre commission, c'est la perte de l'indépendance. La perte, elle est ancestrale. On importe, pas depuis toujours, mais depuis plusieurs décennies, sinon plusieurs siècles. Bon, le deuxième terme que je voudrais commenter, c'est l'intensité énergétique du PIB, c'est-à-dire ce qu'il faut consommer d'énergie pour fabriquer 1 milliard d'euros de volume de PIB, une unité de PIB. Donc ça c'est un indice Bassan, parce qu'on divise des choses qui sont pas des choses qui sont des choses des grandeurs qui sont pas commensurables, mais enfin le ratio a un sens, mais c'est bien l'intensité énergétique de l'activité en France, et cette intensité énergétique elle baisse de manière très régulière, je dirais, et très graduelle quand on regarde l'énergie primaire ou l'énergie finale. Depuis donc là le graphique commence en 1990, mais on voit c'est une évolution très régulière. Donc aujourd'hui on est moins 25, moins 30% plus économe en énergie en part de PIB qu'on ne l'était dans les années 90, du fait de l'amélioration des technologies, du fait aussi de la baisse du poids de l'industrie peut-être dans l'ensemble de l'économie. Alors j'en viens ensuite je vais peut-être passer tout de suite le graphique, page 14, pour vous montrer le graphique de la page 15, puisque c'est le troisième terme de l'équation, et c'est celui qui fait la variance sur la période récente, c'est le prix des importations d'énergie rapporté au prix du PIB. Donc on voit, donc c'est l'ensemble de l'énergie importée qu'on rapporte au prix du PIB. Donc on voit que c'est un peu chahuté, mais enfin il n'y a pas de tendance établie, ça a été élevé bien sûr entre les chocs pétroliers et le contre-choc pétrolier de 86. Ça a baissé ensuite, ça a remonté dans le courant des années 2000. Il y a eu un petit peu d'évolution, on va le voir sur le graphique précédent, autour de la crise financière de la fin des années 2000 et le rebond du début des années 2010. Mais vous voyez qu'on était avant la période de crise récente, on était à des niveaux qui étaient assez commensurables, voire inférieurs aux moyennes historiques
sur le prix d'énergie, le prix relatif de l'énergie importée. Bon, évidemment, ça s'accroît terriblement sur les derniers trimestres et ça monte à des niveaux du coup inédits. Hein. Et donc de ces trois termes, on a bien stabilité de la part de l'énergie importée sur l'énergie consommée, baisse de l'intensité énergétique, mais forte variation du prix, et c'est ça qui fait la variance de la facture énergétique elle-même. Alors une grande partie, je reviens sur le tableau que je n'ai pas commenté tout à l'heure, hein, page 10, donc une grande partie des chiffres que vous pouvez, si vous voulez après avoir des chiffres annuels et puis des séries qui distinguent les différentes sources d'énergie, à la fois en données physiques, en térawattheures ou en données en valeur en euros, vous les avez dans ces bilans annuels du SDES et vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez à Béatrice Endio, la chef du service, quand vous l'auditionnerez. Peut-être un mot, je reviens sur, bon, puisque dans ces évolutions des prix relatifs, le prix des hydrocarbures, le prix du pétrole et le prix du gaz jouent un rôle évidemment éminent. Donc juste pour rappeler sur la base du graphique précédent, hein, celui de la page 14, qu'on a eu le sentiment, notamment au milieu de la décennie passée, hein, au milieu des années 2010, que le développement massif de la production de pétrole et de gaz non conventionnel, de gaz de schiste, etc., bitumeux aux États-Unis, au Canada, qui en gros était rentable à 40-50 $, le baril de mémoire, faisait une ancre du prix autour de ce niveau-là. Hein. Et ça a bien marché hein, pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, en dépit éventuellement des décisions de ce qui se passait côté OPEP, on avait l'impression que le prix ne pouvait pas avoir de tendance durable à la hausse compte tenu de la capacité de substituer du pétrole et du gaz non conventionnel. Bon, ça, c'est quelque chose qui a pris fin tout récemment, mais qui, je pense, a impacté beaucoup, était très présent dans les esprits pendant plusieurs années. On a dû faire, je crois, un dossier dans la note de conjoncture là-dessus il y a quelques années, par exemple. Bien. Alors, pour résumer, je vais peut-être passer à la page 17. Vous avez un graphique sur la part des importations dans la dépense intérieure en énergie. Vous voyez que en volume, c'est la courbe jaune, c'est assez stable, et qu'en bleu, évidemment, ça prend toute la volatilité des évolutions de prix relatifs. Peut-être que je vais passer ensuite à quelques graphiques. Alors là aussi, c'est pour vous donner envie d'en savoir plus quand vous poursuivrez les auditions, donc, que vous trouvez dans ces bilans de l'énergie du service de statistique de l'environnement, dont Sylvain est l'ancien patron d'ailleurs. Hein, voilà. Donc vous avez, on voit là la proéminence dans l'énergie primaire, hein, c'est la page 19, depuis le développement des années, fin des années 70, années 80, début des années 90, la prééminence du nucléaire, la fin du charbon, et l'arrivée progressive, mais encore faible, hein, des énergies renouvelables dans cette affaire. Et si on regarde l'électricité, c'est la page suivante, la production nette d'électricité, donc on parle de térawattheures, hein, on voit en jaune, c'est toujours le nucléaire, en pourpre thermique classique, en bleu l'hydraulique, et le bleu clair et l'orange qui viennent récemment sont l'énergie renouvelable. Ça permet un petit peu de positionner, puisque là il n'y a pas l'année 2022, c'est un graphique qui s'arrête en 2020, ça permet de positionner un petit peu l'estimation de production en térawattheures qu'on a pour cette année.
Donc là, c'est tous les producteurs, il n'y a pas qu'EDF, on sait que le rôle prééminent d'EDF. EDF prévoit donc au jour d'aujourd'hui quelque chose en 2022 qui sera de 275 à 285 kWh dans sa communication la plus récente. Et on voit qu'au maximum, on était au-delà de 400 et qu'on était encore évidemment bien au-delà de 300 en 2019, avant la crise Covid. 2020 est impacté par la crise Covid. Et 2021 a dû remonter, j'imagine. Donc c'est une baisse très très notable de la production d'électricité en termes physiques qu'on vit cette année. Et c'est très probablement qui se prolongera en moyenne annuelle sur l'an prochain. Quelques graphiques sur les comparaisons européennes sur ces questions de dépendance énergétique. Alors, un graphique longitudinal d'évolution de la dépendance énergétique au niveau de l'Union européenne. Ce sont des statistiques d'Eurostat. Et vous voyez que ça s'est accru globalement sur l'ensemble de l'Union européenne. Alors évidemment, il faut faire attention parce que il y a l'élargissement de l'Union européenne, donc il y a peut-être des ruptures de série, mais enfin globalement la tendance, et c'est là, ça a fluctué, mais la tendance était plutôt à la hausse. Et si on compare pour le dernier chiffre qu'on trouve dans les statistiques européennes où tous les pays ont renseigné, donc c'est l'année 2020, ce ratio d'indépendance énergétique, le rapport entre les importations nettes des exportations et l'énergie brute disponible dans les différents pays, c'est le graphique de la page 23. Vous voyez que l'Union européenne, c'est autour de un peu en dessous de 60%, et qu'on est plutôt à droite, donc un peu mieux que l'Union européenne, un peu moins dépendant, avec des évolutions qui sont très différentes d'un pays à l'autre. Évidemment, les pays les plus dépendants sont les îles de Malte et de Chypre, qui sont un petit peu à part, mais on voit même qu'il y a un bel écart entre l'Allemagne et la France. Donc on est en 2020 et on est avec une production nucléaire qui à l'époque n'est pas encore affectée par les baisses d'activité qu'on a connues récemment. Bon, ensuite, toujours pour vous donner un peu le goût de ce qu'on fait, et puis vous susciter éventuellement des questions, on a évidemment à l'INSEE des modélisations macroéconomiques. Le modèle aujourd'hui s'appelle Mésange, un joli nom. Mais alors je vais dire un mot parce que c'est intéressant, mais ça a des limites. Donc traditionnellement, dans ces modèles, on a la hausse du prix du pétrole, parce que c'était ça la variable qui bougeait. Mais à vrai dire, 1 milliard d'euros équivalent, une hausse du prix du pétrole ou une hausse du prix du gaz, si on boucle pas sur le prix de l'électricité, c'est un sujet, mais c'est à peu près la même chose. On voit que les effets sont importants, mais qui sont quand même assez raisonnables, enfin assez limités. 10 $ de prix du baril de pétrole la deuxième année, c'est une perte d'activité d'un quart de point de PIB, ce genre de choses. Évidemment, d'une part, il y a ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que dans la mesure où le prix du gaz évolue du fait du marché européen, a une influence du fait du marché européen sur le prix de l'électricité, cet effet-là est un minorant, puisque dans la période actuelle où la centrale marginale appelée la centrale à gaz fait monter le prix de l'électricité sur le marché, c'est un minorant. Et puis ça peut être aussi un minorant parce qu'il y a des non-linéarités. Parmi ces non-linéarités, il y a le fait que à un niveau élevé du prix de l'énergie, il y a des entreprises, alors la presse s'en fait beaucoup l'écho, on pourra y revenir. Il y a des entreprises qui ne peuvent pas passer le prix des intrants, le prix des consommations intermédiaires d'énergie dans leur prix de vente, et qui se retrouvent à vendre à perte et qui préfèrent s'arrêter. Donc c'est des exemples qu'on a bien en tête, qui sont pas forcément, parce qu'on n'a pas vécu ça beaucoup dans la période récente, dans la période où on estime les modèles, qui sont pas forcément cohérents
ou en tout cas prises en compte dans ce type de variante. Donc il y a deux raisons, je dirais, pour lesquelles ces variantes-là sont un peu un minorant de ce qu'on peut avoir dans la situation actuelle. Donc si on fait plus que 10 $, enfin que l'équivalent en euros, et c'est bien plus, hein, la facture énergétique, que 10 $ du baril, je pense qu'il faut faire plus qu'une extrapolation linéaire de ces chiffres-là. Bon, je termine l'exposé là avec des considérations sur les impacts ressentis par les ménages et les entreprises tels qu'on le voit dans nos instruments. Alors je vais être rapide parce que c'est un sujet qui est bien connu sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Vous avez l'évolution du glissement annuel dans le graphique de la page 28. La contribution de l'énergie, c'est le rouge. Donc très à la baisse, notamment dans la période de confinement. En 2020, ça a contribué négativement à l'inflation et ça a conduit à une inflation quasi nulle au cours de l'année 2020. Et on voit comment ça se retourne avec la reprise. Et avant, bien sûr, on le sait, avant la guerre en Ukraine. Et que c'est la première contribution, notamment au début de l'année 2022, c'est la première contribution au redressement très rapide de l'inflation. Au jour d'aujourd'hui, si vous regardez le dernier point, donc on a 6,2 d'inflation estimée en glissement annuel en octobre. La plus grosse contribution, ce n'est plus l'énergie en France. C'est l'alimentation. Parce que la hausse des prix des matières premières et aussi un peu de l'énergie en amont pour les agriculteurs et l'industrie agroalimentaire passe graduellement dans les prix de détail et on voit que aujourd'hui la contribution donc de l'histogramme vert, la contribution la barre verte, elle est plus élevée que celle de l'énergie. Aussi parce que, bien sûr, on est sous l'empire du bouclier tarifaire et de la remise des prix à la pompe en ce moment. Et donc, ça pèse sur la taille de la partie rouge du graphique. C'est quelque chose qu'on a documenté et sur lequel on a publié à plusieurs reprises. En gros, on dit que alors c'est des calculs qui avaient été faits sur le deuxième trimestre 2022. Bon, c'est que la hausse des prix de l'énergie avait un effet de 2 points directs et peut-être jusqu'à 1 point, peut-être un majorant, mais enfin jusqu'à 3 points. Donc 1 point de manière indirecte, je veux dire, à travers les effets qu'elle a sur les autres produits. Donc la hausse des prix de l'énergie, ça serait 3 points de l'inflation qui est enregistrée à la mi-année 2022. Et sans le bouclier tarifaire, ça aurait été 3 points de plus. Donc le bouclier tarifaire, c'est une publication qui était abondamment commentée, a réduit de moitié la contribution de l'énergie à l'inflation. Bon, je n'évoque pas ce qui est en bas de cette slide, page 29, qui est quelque chose qu'on essaie de bien documenter aussi, qui est que bien sûr cet effet sur les ménages de la hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires est assez différente selon la situation dans laquelle on vit. Le revenu, mais pas que le revenu, le lieu de vie, par exemple. Bon, ça, si ça vous intéresse, mais c'est plus très conjoncturel. On voit... Enfin, si je vais quand même en dire un mot du graphique suivant, page 30. Ce sont les dépenses en carburant par carte bancaire. Vous savez que c'est un des intérêts de la crise que d'avoir pu catalyser des partenariats nouveaux. Donc on a maintenant les transactions par carte bancaire régulièrement. Et donc ça, c'est c'est quelque chose qui montre que y a un effet des prix sur la dépense. On voit bien que c'est toujours en écart à 2019, que récemment on est en négatif. Et puis on voit bien sûr l'effet sur les ménages de l'évolution des conditions tarifaires. Et donc il y a eu moins d'achats avant le 1er septembre et plus d'achats au début septembre, au moment où la remise était mise en œuvre. Bon, je passe aux entreprises, qui est quelque chose qui est peut-être moins connu, moins commenté, mais qui est intéressant. Rapidement, monsieur le directeur, s'il vous plaît. Oui, bon, j'ai fini, c'est la fin. C'est l'indice des prix de production. Donc c'est l'indice des prix de production de l'industrie.
Sur la page 32, c'est production, distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné. Et on peut descendre, on peut aller directement à la page 33, c'est un peu plus fin dans la nomenclature, qui est juste l'électricité. En bleu, c'est l'indice français, et en rouge, c'est l'indice de l'ensemble de l'Union européenne. Donc c'est passé en 2015. On voit que c'est assez stable, on voit que ça décolle, comme on l'a vu avant la guerre ukrainienne, dans le courant de l'année 2021. Et on voit quand même un écart qui est très très significatif. Hein, donc sur une même base 100 en 2015, et en gros du 100, quelque chose qui est resté autour de 100 avant la crise sanitaire. On se retrouve à un indice qui est 200 pour la France et 300 pour l'Union européenne. Et ça, c'est lié pour beaucoup, massivement, au dispositif AREN, bien sûr. Donc on le voit là sur le graphique. Ce n'est pas quelque chose qui est autant commenté que les différences d'indice des prix à la consommation. C'est pour ça que je voulais vous en faire part. Et puis 2 mots pour dire que dans nos enquêtes de conjoncture, on voit bien sûr dans les soldes d'opinion que nous disent les entreprises un effet très massif et très inédit hein, de hausse du solde d'opinion sur l'évolution probable des prix de vente. Et c'est vrai dans tous les secteurs, à moindre degré dans les services à la courbe rouge, page 34, mais c'est vrai dans tous les secteurs. Et on voit aussi, c'est page 35, des difficultés importantes, inédites du côté de l'offre, et donc des difficultés d'approvisionnement tout à fait inédites, notamment dans l'industrie manufacturière et dans l'industrie du bâtiment. Hein. Ce sont les deux courbes qui sont présentes dans cette diapo de la page 35. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à modéliser, une difficulté d'approvisionnement. Et aussi parce que c'est pas un phénomène qu'on a rencontré précédemment sur ces historiques. Vous ne trouvez nulle part dans le passé, dans les enquêtes de conjoncture, une telle proportion d'entreprises qui déclarent des difficultés d'approvisionnement. Alors voilà, je vais peut-être juste vous envoyer, parce que j'ai été long, je comprends, à la page 40 pour vous montrer qu'on a c'est quelque chose qu'on a publié aussi dans une note de conjoncture récente. On a regardé quel était le poids de l'énergie et de ses différentes formes hein, dans la part des consommations intermédiaires des différentes branches industrielles, surtout industrielles. Donc on voit sans surprise que chimie, métallurgie, papier, carton apparaissent très, très énergivores, avec beaucoup plus d'électricité côté métallurgie, papier, carton, et beaucoup plus, bien sûr, de pétrole côté chimie. Bon, on voit et puis il y a aussi bien sûr les secteurs de services de transport qui apparaissent évidemment très énergivores. Et c'est intéressant de noter que d'ores et déjà, si on regarde la production industrielle, les derniers chiffres connus, donc on compare les données du troisième trimestre 2022, hein, on a les indices de production industrielle jusqu'à septembre. Donc si on compare juillet, août, septembre 2022 à juillet, août, septembre 2021, c'est ça que signifie page 41, le T sur T-4, hein, on voit que les secteurs dont la production industrielle baisse d'ores et déjà, sont bien les secteurs qui sont les plus énergivores, sidérurgie, autres métallurgie, pâte à papier, etc., chimie, ciment. Il y a peut-être un point inattendu, c'est qu'à ce stade, on ne voit pas dans la fabrication de verre et d'articles en verre, qui est aussi quelque chose d'énergivore, on ne voit pas de baisse de prix, de baisse de volume produit, mais on s'attend à ce que la série se retourne dans l'avenir. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais mettre en mise de jeu pour vous montrer un peu l'étendue de ce qu'on pouvait apporter pour améliorer l'information de la Commission. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Donc, juste une première question pour bien cerner le périmètre d'études de l'INSEE sur la question énergétique. Parce que là, les chiffres que vous nous présentez, c'est essentiellement des transactions en volume de prix. Il n'y a pas d'unité énergétique de base, là. Enfin, on n'en a pas trop vu dans la construction économique sur la réalité du kilowattheure ou du mégawattheure énergétique.
Alors, s'il y a un peu les deux, mais j'ai pas voulu en faire trop là-dessus, parce que je sais que vous allez auditionner les collègues des statistiques de l'environnement, et c'est eux qui produisent ces données. Donc, je n'ai pas voulu trop jouer au coucou. Mais donc, on vous trouvez là beaucoup de données qui sont issues des comptes nationaux, de nos indices des prix, ou l'indice de prix de la production industrielle, ou l'indice de prix de volume de production industrielle qui sont faites chez mon voisin, là, chez Sylvain Moreau. Mais il y a un certain nombre de graphiques qui sont en volume. Hein. Au début, quand je parlais notamment de l'intensité énergétique, il s'agit bien de comparer le volume de l'énergie dépensée, enfin utilisée, exploitée pour faire une unité de PIB. Et il y a aussi quelques graphiques que j'ai présentés sur la production d'électricité pour indiquer où est le point d'EDF aujourd'hui, qui sont en térawattheure, donc vraiment en unité physique. Donc il y a un peu, selon les graphiques, des choses qui sont relèvent plus de comptes, qui sont en valeur en euros ou en milliards d'euros, ou qui sont en unité physique. Du coup, bon, il y a un élément qui est au cœur de la décision publique en matière énergétique, c'est les scénarios prospectifs, en matière notamment de consommation d'énergie. Si on considère que la donnée d'entrée de la définition d'un système productif, c'est le besoin de consommation, c'est pas forcément un paradigme qui est partagé politiquement par tout le monde, mais enfin, c'est quelque chose qui était communément assez accepté jusque-là. Est-ce que vous contribuez d'une façon ou d'une autre à l'élaboration des différents schémas qui peuvent exister? Alors, il y a les schémas institutionnels de RTE, parfois de l'ADEME. Est-ce que vous avez été amené à contribuer à la réalisation de ces scénarios, notamment sur la meilleure définition pour ces opérateurs? RTE n'est pas un spécialiste de la consommation ou de la production économique, de la compréhension de la dépendance énergétique de notre système de production ou du confort des Français. Non, on n'a pas eu l'occasion de le faire. On n'a pas eu l'occasion de le faire. Alors actuellement, on travaille dans un ensemble dans un groupe de travail interadministration qui vise à vraiment améliorer la modélisation macroéconomique autour de ces questions. Par exemple, on voit bien qu'on ne peut pas se contenter de modèles néo-keynésiens pour dire l'investissement vert va être forcément favorable à l'activité comme une relance classique par l'investissement, parce que en fait, qu'est-ce qui se passe dans la réalité des choses, c'est qu'il va y avoir sans doute de l'obsolescence du capital brun, du capital des investissements qui sont trop polluants, un besoin d'investissement accru qui chiffre en point de PIB, hein, d'investissement vert, comment ça boucle sur le financement, comment ça boucle sur l'équilibre consommation-épargne. Donc c'est des choses qui nécessitent vraiment, je pense, de réfléchir complètement à la modélisation. C'est ce qui se fait actuellement, notamment sous l'égide de Jean Paysanit-Ferry, qui a une lettre de mission à cet effet. Ça, on participe à ça. Donc jusque-là, dans les dernières années, j'ose plus, sous peine de créer des polémiques, mais j'ose plus définir de pas de temps, mais disons que depuis qu'il y a des scénarios un peu originaux sur la transition énergétique qui apparaissent dans le débat public, vous n'avez pas contribué à les étayer. Donc je pense notamment au scénario que RTE a pu faire dans les années 2015 sur des évolutions à la baisse, voire à la forte baisse du besoin énergétique en France. Vous n'avez pas été sollicité pour l'établissement de ces scénarios. Alors forcément de manière indirecte et très amont, à travers, puisque bon, le premier input qu'on donne à l'INSEE, ce sont les projections démographiques, et les projections de population sont quand même, bon, c'est un ingrédient évident. Le second, qui est quelque chose de beaucoup plus difficile à faire, c'est les estimations de croissance potentielle. On part d'une situation, en gros,
où on ne se préoccupait pas tellement des facteurs, facteurs de limitation physique, parce qu'on voit bien sur les dernières décennies, on n'a jamais été confronté à des facteurs de limitation physique. Et donc tous les calculs que vous trouvez sur la place en matière de croissance potentielle, c'est des choses où on regarde l'évolution du capital, l'évolution de la population, bien sûr, puis l'évolution de la productivité globale des facteurs à travers l'évolution du capital, l'évolution de la productivité du travail et la productivité du travail et du capital. Il y a deux facteurs combinés, le progrès technique, en gros. Et donc ça, on y contribue comme les autres en essayant de réfléchir à ces questions. C'est un input qui est après considéré comme pour pas mal d'organismes. Je pense, je connais pas bien tout ce qui a été fait par RTE, l'ADEME, etc. Mais je pense qu'ils se fondent sur des hypothèses de croissance potentielle de ce type. Évidemment, c'est une question ouverte de savoir si, à l'avenir, c'est toujours la bonne manière de faire ou si on doit considérer qu'on a un facteur limitant physique. Mais c'est une question qui en plus, une complexité évidemment effroyable, mais qui en plus ne se pose pas au niveau d'un pays, qui se pose au niveau de l'ensemble de la planète, ce qui rend la chose encore plus complexe. Bon, en quelque sorte, nous rassurer en disant qu'on commence au moins à y réfléchir. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, et merci à vous, Monsieur le Directeur Général, et à vos collègues pour la qualité de la présentation. Je reviens un petit peu en arrière avant la prospective, Monsieur le Président, pour vous interroger de manière générale sur la question de la souveraineté, en vous demandant plusieurs choses. La première, c'est au sein de l'INSEE, quels sont les différents concepts que vous utilisez pour évoquer la souveraineté sur la question énergétique, mais plus généralement sur la question industrielle? Est-ce que vous avez d'autres mesures que le taux de dépendance? Est-ce que vous avez recours à des proxys pour parler de vulnérabilité, pour parler de sécurité d'approvisionnement? Et du coup, la deuxième question attenante, c'est comment est-ce que quel degré de valeur vous accordez au taux de dépendance énergétique pour apprécier la question de l'indépendance énergétique de notre pays? Est-ce que ça vous semble une approximation intéressante, en particulier en comparaison internationale, connaissant évidemment la diversité des données qui existent entre les pays et connaissant les limites de cet indicateur? Je vous remercie. Merci. Alors, la souveraineté, je pense qu'on ne vous trouvera jamais sous timbre INSEE la mention du mot souveraineté. Je ne pense pas que ce soit un concept statistiquement labellisé. Et donc, c'est pour ça que j'ai préféré, je ne vais pas parler de souveraineté, mais je vous présente les faits, c'est-à-dire la facture énergétique en part de PIB, qui me paraît être un bon indicateur de notre dépendance, au moins en termes monétaires. Ouais. Et puis aussi des choses sur l'évolution physique, en termes de térawattheure. Je pense que les comparaisons internationales, alors il y en a sans doute d'autres, on n'a pas eu dans le temps, dans le délai là de vous, puis il y avait déjà pas mal de graphiques, mais ce qui est publié par Eurostat en la matière, comme le graphique que je vous ai présenté sur le taux de dépendance, oui, je pense que c'est quelque chose de robuste. Il n'y a pas lieu de penser. Il faut qu'on fasse attention, je disais quand j'ai commenté la diapo, à l'évolution du périmètre de l'Union européenne, hein, qui a évolué au fil du temps. On va faire des élargissements. Donc il faut voir comment ça a été traité par Eurostat. Je ne sais pas si on a eu le temps de regarder, je ne pense pas. Mais on pourra faire ça pour vous si vous le souhaitez. Mais ces comparaisons-là, ça c'est pour la série. Le graphique qui montre la comparaison aujourd'hui d'un pays à l'autre du taux de dépendance, non, je pense que c'est quelque chose d'assez robuste. Le sujet nouveau, je pense, pour l'appareil statistique qui apparaît sur l'énergie aujourd'hui et qui est apparu il y a bientôt 3 ans sur les questions sanitaires, ce sont les questions de dépendance des chaînes de valeur, de résilience, qui est un sujet sur lequel il faut sans doute qu'on réfléchisse à savoir comment on peut statistiquement mieux éclairer les choses.
C'est extrêmement difficile parce que moi, je n'ai pas la prétention de mieux connaître que tous les chefs d'entreprise de France l'éventail de leurs fournisseurs et la fragilité de leurs sous-traitants de rang 1, 2, 3, 4, etc. Alors, on a une enquête, chaîne de valeur, donc je ne sais pas, Sylvain, tu veux peut-être dire un mot, qui va, je ne sais pas, objectivement, on essaye de faire des efforts en ce sens. Mais on voit bien que les questions de résilience sont des choses qui sont, d'un point de vue statistique, très, très difficiles. Alors, c'est un objet un peu nouveau. Hein. On vit dans un monde où on s'en préoccupait peu. Donc là, on se rend compte qu'il faut sans doute s'en préoccuper davantage dans le monde tel qu'il se dessine de façon géopolitique. Après, comment on y répond, avec quel type d'instrument, c'est pas quelque chose de tout à fait simple, pour le dire par euphémisme. Il y a une enquête, effectivement, qui pour le moment est une enquête européenne, expérimentale, qui s'appelle l'enquête chaîne de valeur, qui en a la 3e édition et dont les résultats devraient être disponibles les résultats de la 3e édition devraient être disponibles là prochainement, qui va permettre justement une comparaison des différents pays européens. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y avait quand même pendant très longtemps une assez forte réticence d'un certain nombre de pays, y compris des pays importants comme l'Allemagne, pour mener ce type d'enquête. Et lors des dernières réunions internationales, on s'aperçoit que c'est des enquêtes qui deviennent presque structurelles, puisque certains pays, notamment du nord de l'Europe, ont décidé d'en faire une enquête annuelle. Et typiquement, on est en train de se poser la question, nous, savoir si notre dispositif d'observation, mais comme l'a dit Jean-Luc, c'est vraiment c'est une enquête qui est pas forcément très, très facile à mener, parce que c'est une enquête qualitative qui permet donc, sur les 3 dernières années, donc ce qui va sortir là, c'est sur la période 2018-2020, donc qui va permettre d'avoir un état des lieux avant la crise du confinement, de la façon dont les entreprises étaient organisées, dont elles voyaient les possibilités de délocalisation d'un certain nombre de l'appareil productif, etc. Donc ça, c'est des choses qui vont être publiées. Là, bon, j'espère qu'on va pouvoir les publier en début d'année prochaine. Et donc la question effectivement se pose. Je pense que pour faire évoluer notre appareil d'observation, pour avoir quelque chose qui soit probablement beaucoup plus régulier, à l'instar de ce qu'on a, par exemple, sur les comptabilités d'entreprise, où on sort des résultats tous les ans, quoi. Voilà. Sachant qu'un certain nombre de pays européens dans le nord de l'Europe le font déjà. Enfin, ont à leur programme de travail de le faire à partir de 2022-2023. Pour votre seconde question, alors je m'aventure un peu au-delà de mon domaine de compétences, et puis c'est pas forcément c'est plus une position personnelle que je vais exprimer, mais je vis avec l'idée quand même qu'on est dans un espace européen assez solidaire et géopolitique, d'un point de vue géopolitique, assez stable. Et donc ces questions de degré d'indépendance énergétique doivent s'appréhender vraiment au niveau européen. Et c'est d'une part. D'autre part, on est un pays qui importe énormément de matières premières, notamment minérales. Et donc, de toute façon, on a une indépendance, s'il n'est pas lié à l'énergie fossile, elle sera liée aussi pour produire des énergies renouvelables. On voit bien que elle se transporte sur des sources, notamment de matières premières métalliques, à l'évidence. Donc il faut raisonner à la fois au niveau européen et à la fois sur une échelle de matière qui est très élevée, avec, comme je disais, alors on va essayer de faire des efforts avec ce type d'enquête, mais le fait qu'en plus on a des sous-traitants en cascade, et donc c'est pas forcément facile d'identifier toujours la dépendance, celle qu'on veut connaître, la dépendance fondamentale à un problème notamment géopolitique. Je vais juste rebondir là-dessus, sur la question de l'interdépendance européenne. Parce qu'en fin de compte, sur la question énergétique, et notamment sur la question de l'électricité, on a certains marchés européens, mais avec des stratégies de production nationales. Et une stratégie d'influence des différents États sur la définition du cadre européen. Est-ce qu'on mesure l'interdépendance des pays européens
sur la question énergétique, et notamment sur la question de l'électricité, parce que globalement, c'est vrai que l'Europe, à part quelques pays du Nord, importe du pétrole et du gaz. Sur l'électricité, qui sont plutôt produites sur le territoire européen, dans la définition des règles de marché, il y a quand même un jeu d'influence qui peut être structuré par cette interdépendance européenne. Est-ce que ça, on peut disposer de moyens de le mesurer? Alors, c'est vraiment pas un domaine sur lequel l'INSEE publie, mais on voit bien qu'on a une description exhaustive des échanges effectifs d'énergie, d'électricité entre les pays. Ça, c'est quelque chose que les statisticiens des douanes pourront vous présenter, évidemment. Et d'autre part, je pense qu'on a, si les capacités d'interconnexion ne sont pas toujours complètement saturées, et donc si elles peuvent être supérieures ou pas aux échanges effectifs, je pense qu'on a une assez bonne connaissance des capacités d'échange entre les pays. Et c'est bien sur la base de ces connaissances-là que la Commission européenne a accepté le principe de séparer la péninsule ibérique du reste de l'Europe. Donc je pense que c'est quelque chose qui est assez bien documenté, même si j'en suis pas un spécialiste. C'est bien documenté ça, parce qu'effectivement, là, enfin, dans les enquêtes qui existent, alors qui vous seront présentées le 15, c'est-à-dire qu'il y a des enquêtes que nous on fait, qui sont effectivement des enquêtes qui répondent à des règlements statistiques, ce que fait l'INSEE, mais ce que fait le SDES, vous allez voir des enquêtes qui permettent de répondre qui sont des enquêtes de la Commission, donc la Direction Générale Énergie, donc ça, ma collègue vous le présentera, qui permettent justement d'avoir, sur des aspects prix et sur des aspects régulation des volumes, d'avoir un certain nombre d'informations. Donc ça, je pense que c'est des choses qui sont facilement accessibles au niveau de la Commission. Mais bon, ça, je pense que Béatrice Sédillot pourra vous en parler de façon plus détaillée. Merci. Je passe à la dépendance énergétique. Donc, au sens propre, je reviens sur votre slide 22, sur la dépendance énergétique au niveau européen. Si je lis bien, c'est donc l'ensemble des énergies, hein, c'est électricité, fossiles, etc., compilé. C'est bien ça. J'imagine qu'il existe la même chose par énergie. Est-ce que vous avez une analyse de l'évolution à la hausse hors crise, de la tendance à la hausse depuis les années 90? Non. Alors moi, quand j'ai vu le graphique, on a construit le diaporama ces derniers jours, on a itéré, etc. Donc on s'est dit qu'il fallait rajouter des comparaisons européennes. Le graphique m'a un peu interpellé. C'est les montagnes russes de la décennie 2010 qu'on voit pas qu'on voit pas à cette hauteur-là dans les données françaises. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde, ou peut-être qu'il y a des gens compétents à Eurostat que vous pourriez solliciter aussi à cet effet. Moi, j'ai pas d'informations, non, j'ai pas d'analyse à ce stade. Merci. En effet, on a prévu d'échanger avec Eurostat. Je passe peut-être à la dépendance énergétique par État membre, donc juste après 23, pour vous demander, peut-être vous l'avez fait rapidement, mais de commenter à nouveau ce graphique avec peut-être une spécificité d'un certain nombre de pays, ou bien parce qu'ils ont des ressources, ou bien parce que leur taille, enfin des ressources, je veux dire, sur leur territoire national, ou bien parce que leur taille les place dans une situation particulière, et peut-être nous dire si vous avez une appréciation de la place de la France, et peut-être aussi si vous avez une appréciation de la place de la France en historique, puisque ce ratio a beaucoup évolué pour la France depuis les années 70, bien sûr. Je ne sais pas s'il a beaucoup évolué pour les autres pays. J'imagine qu'il a peut-être plus évolué pour la France au vu de l'augmentation de sa production nucléaire. Et peut-être aussi nous indiquer la méthodologie derrière. Alors, je vais vous décevoir un peu, monsieur le rapporteur, parce que alors moi, j'essaie de faire de mon mieux pour produire et commenter les statistiques nationales, mais alors celles des autres pays, non, à part vous dire qu'elles existent, que je pense que Eurostat, je vis avec l'idée qu'Eurostat fait
fait bien son boulot. Et donc, quand Eurostat publie des chiffres, c'est qu'on juge qu'elles sont faites de manière suffisamment comparable et homogène pour être publiées. Le résultat d'ensemble m'a pas surpris. C'est-à-dire que la France, on voit bien qu'on était parti c'est un graphique que je montrais précédemment, hein, d'une dépendance bien plus forte avant le développement de l'énergie nucléaire. Et donc, le taux qui est là est comparable avec la série nationale que je présentais précédemment. Je ne suis pas surpris qu'un pays comme l'Allemagne, c'est assez commenté depuis plusieurs mois, soit à un degré de dépendance bien plus élevé. Ce sont des années de 2020, mais 2020, il y avait déjà plus d'énergie nucléaire en Allemagne, je crois bien, depuis un certain temps. Et puis de toute façon, elle n'avait jamais atteint le poids qu'elle avait eu en France, je crois. Et donc, je ne suis pas surpris tellement de la hiérarchie. Je ne saurais pas, en revanche, vous commenter. On voit bien qu'on a, nous, on a une stabilité assez forte de ce taux depuis la maturité du nucléaire jusqu'à une période très très récente. Quand on voit la courbe européenne qui était le graphique précédent, on se dit que cette stabilité-là, au cours de la décennie 2010, ça ne devait pas être le cas partout, mais je ne saurais pas objectivement vous le commenter. On peut vous servir d'intermédiaire, encore une fois, vis-à-vis d'Eurostat, vis-à-vis de l'AIE ou vis-à-vis de l'OCDE, mais c'est vraiment plus du côté des organisations internationales en charge qu'il faut regarder. Sauf, Sylvain, tu as des lumières particulières, toi, sur le... Non. Je vous remercie. Et alors, sur ces questions de dépendance et d'importation, une dernière question de détail, slide 9. C'est trimestriel, mais la tendance est la même. Dites-moi si je me trompe, mais j'observe, c'est congruent avec les autres statistiques au demeurant, mais j'observe une baisse des exportations d'électricité pour la France post-crise. On a la césure de la crise, c'est bien les barres grises, hein, les histogrammes gris qui correspondent aux exportations d'électricité. Mais peut-être que je me trompe parce que c'est petit, j'ai l'impression qu'il y a une baisse nette en tendance post-crise de 2008 et que nos exportations d'électricité restent durablement plus basses. Est-ce que c'est moi qui lis mal? Est-ce que vous confirmez ou m'infirmez? Ça, on pourra peut-être demander aux collègues des douanes de vous raconter ça en détail quand vous les reverrez. Du coup, on voit une baisse assez sensible, oui, autour de 2008-2009, et ça remonte après. Bon, c'est des petits chiffres, hein. Oui, c'est un peu moins élevé qu'avant. Je sais pas. Si tu as de ta vie antérieure, tu as peut-être quelques souvenirs. Les souvenirs que j'ai, c'est que c'est très lié à l'état du parc nucléaire. Donc il faut regarder à chaque fois ce qui a pu se passer à ce moment-là, et il est possible qu'après 2008, il y ait eu bon, à regarder, mais l'expérience que j'ai, c'est qu'à chaque fois, notamment les exports en termes d'électricité étaient très liés. Le volume d'export était très lié effectivement à différentes maintenances qu'il peut y avoir sur certaines centrales nucléaires. Mais ça, je pense que c'est, j'imagine que vous, les ES pourront répondre, mais peut-être que sur la chronique, la DGEC, je ne sais pas si vous ou EDF pourront vous répondre de façon plus détaillée. C'est intéressant parce que comme on a un chouille plus loin la production nette d'électricité, même s'il y a des variations sur le nucléaire, enfin, on voit que la production nette d'électricité, elle baisse pas après 2008. Mais c'est vrai que les exportations baissent. Voilà. Mais c'est peut-être quelque chose que... Alors, est-ce que... Il y a un petit à-coup, si vous voyez sur le graphique de la page 20, il y a un même petit accroc à la baisse en 2008, on dirait, la production d'électricité. Mais ça, franchement, j'ai plus le souvenir. En tout cas, c'est des évolutions très minimes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et évidemment, les importations nettes qu'on connaît en 2022. Oui, d'un point de vue du statisticien.
Non, mais c'est le sujet. Non, mais le sujet qu'on cherche à traiter, c'est celui de la prévision du besoin, finalement, et de la façon dont les pouvoirs publics répondent à la prévision du besoin. Donc la question qui me semble se poser en seconde ligne derrière la question du rapporteur, c'est est-ce que la baisse relative des exports à compter de 2008 signe un moindre besoin de nos voisins, une moindre capacité à l'export, et si c'est une moindre capacité d'export, est-ce que c'est lié à une moindre capacité à produire, ce qui ne semble pas forcément être le cas vu votre graphique page 20, ou est-ce que c'est une moindre disponibilité de l'énergie produite à l'export? Ce qui voudrait dire que les besoins continuent de croître et qu'on récupère un peu de notre marge sur ce qu'on vend plus à nos voisins. Il n'y a pas 36 solutions, quoi. Non, mais on dira à nos collègues de venir avec un peu de billes quand ils vous verront sur ce point. Mais on voit bien que, oui, on voit bien que l'épisode récessif de 2008-2009, il a quand même été très fort partout en Europe et qu'il a sans doute réduit la demande de nos partenaires, de nos clients en matière d'électricité, hein. Et partant à la fois le solde des échanges nets et la production, puisqu'il y avait moins de besoins à satisfaire. Moi, mais encore une fois, c'est une conjecture parce que j'ai plus en tête si j'ai jamais eu l'histoire complète de ce qui s'est passé en matière de production et d'échange d'électricité en 2009-2010, mais c'est quelque chose qu'on va leur demander, en tout cas, de documenter pour vous. Merci, monsieur le directeur général. Je passe plutôt à une question puisque vous avez évacué avec raison d'ailleurs statistiquement la question de la souveraineté, je passe à la question de la vulnérabilité, au moins économique, que vous traitez sous l'angle de la simulation sur Mésange de l'effet d'une hausse de $10 du prix du baril. Pour vous demander, pardon si vous l'avez dit tout à l'heure et que j'ai été inattentif, pour vous demander confirmation que c'est bien la seule simulation qu'on fait dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'on regarde l'évolution, enfin la sensibilité au prix du pétrole, on ne regarde pas la sensibilité au prix de l'électricité ou la sensibilité au prix du gaz ou la sensibilité à d'autres types d'énergie. Et si c'est bien le cas, vous demandez si ce serait dans les cordes de l'INSEE de le faire, si ça vous semble souhaitable pour avoir une vision un peu générale de la sensibilité au prix énergétique. Alors, je pense que c'est ce qu'on a sur étagère, c'est uniquement cette variante pétrole, ça c'est clair. Et on voit bien, c'est fait. Bon, bah, le pétrole, c'est une belle variable exogène dans nos modèles. C'est quelque chose qui est assez simple d'un point de vue méthodologique à isoler. Le gaz, alors le gaz sans contagion sur l'électricité, ça serait la même chose avec un choc formaté de la même manière en milliards d'euros de surcroît d'importation, hein, ça, il n'y a pas de doute. La difficulté après, c'est d'intégrer, d'endogéniser, pour prendre notre langage, l'effet de l'évolution du prix du gaz sur le prix de l'électricité, qui peut pas être donné une fois pour toutes, qui dépend de l'évolution globale du marché de l'énergie européenne. Et c'est que c'est un sujet nouveau, hein. Je sais pas vous dire, je voudrais pas prendre un engagement au nom de mes collègues et de revenir avec. Je peux m'engager à regarder, ça c'est sûr, ça c'est clair. Et alors, un choc sur le prix de l'électricité. Comme on a là actuellement, la difficulté qu'on a aujourd'hui, nous, hein, ce sur quoi on travaille, c'est plutôt d'essayer d'éclairer au mieux, dans les meilleurs délais, le choc lui-même sur les prix d'électricité. Et à ce stade, si j'ai des moyens à mettre, je préfère les mettre sur ce qu'on essaie de faire, hein, chez Sylvain, essayer de voir quel va être le choc des prix de l'électricité dans les mois à venir. Sachant que vous savez bien que la variété des contrats, les clauses de prix, etc., sont d'une telle variété que c'est un vrai challenge pour le statisticien. Donc aujourd'hui, nous, on est très, je pense, robuste
assez fiable. Sur ce que je vous ai montré, l'indice de prix de production, on regarde ce que les entreprises ont payé, ce qu'elles ont eu dans leur facturation jusqu'au mois passé. Hein. On a des chiffres jusqu'à, qu'est-ce que je disais, septembre. Et on aura octobre dans quelques jours ou dans quelques semaines. Ça, on sait faire. Savoir ce qui attend les entreprises du fait de l'évolution de leurs contrats, etc., c'est quelque chose qu'on n'a pas et sur lequel, voilà, moi, si j'ai des moyens à mettre, j'essaye de les mettre là-dessus, sans garantie de résultat. Mais c'est ça qu'on essaye de faire pour éclairer au mieux la situation, à la fois ce qu'attendent les entreprises et puis la réponse des pouvoirs publics en matière de bouclier tarifaire pour les entreprises. Le privilège parlementaire étant de pouvoir ne pas raisonner à budget constant, si d'aventure, dans la lignée des questions du président sur l'intérêt d'avoir une vision prospective, est-ce que ça vous semble faisable ou intéressant d'avoir ce type d'information? Ah, je vais vous répondre par une pirouette, une taquinerie. Vous avez un autre privilège, monsieur le député, en tant que législateur, c'est d'accroître le budget. Non, mais je vais faire la même réponse pour être... pour quand même ne pas me contenter de ces pirouettes. Je vais faire la même réponse que sur le gaz. Je vais regarder avec les équipes s'il est possible de voir ce qu'on peut faire en matière de prix de l'électricité. Ça me paraît... c'est super compliqué parce que quel est le choc, quoi. Enfin bon, non, je vais pas élaborer, mais bon, je m'engage à regarder. Merci beaucoup. Une dernière question, une avant-dernière question de mon côté. Sur la slide 35, sur la question de la difficulté d'approvisionnement, ça rejoint très largement ce que vous disiez, ainsi que M. Moreau, sur la question d'appréhender les chaînes de valeur et la difficulté de savoir ce que veut dire avoir une difficulté d'approvisionnement. Je comprends qu'il s'agit ici de données brutes, si j'ose dire, traitées bien sûr, saisonnalisées et puis pondérées par le chiffre d'affaires, mais il s'agit d'une déclaration en fait. Est-ce que vous envisagez, deux questions. Premièrement, est-ce que vous envisagez une manière d'objectiver la difficulté d'approvisionnement et deuxièmement, eu égard aux données que vous avez en série, est-ce que vous travaillez ou est-ce que vous imaginez une manière de traiter la relation entre les difficultés d'approvisionnement, les niveaux de prix, les niveaux d'évolution de production pour essayer d'en tirer des leçons en termes de vulnérabilité? Alors, oui, un peu d'explication, et puis effectivement, il y a plusieurs choses à faire à l'avenir. La première chose, c'est là, c'est quelque chose d'assez, comme dans toutes les enquêtes de conjoncture, hein, on demande aux entreprises, est-ce que vous ressentez est-ce que votre production est limitée par des facteurs d'offre ou des facteurs de demande? Est-ce que vous souffrez de difficultés d'approvisionnement de façon significative? Oui, non. Et puis, le solde, la proportion, c'est la part d'entreprise en pondérant quand même par le chiffre d'affaires. Mais ça ne dit rien à ce stade-là de la prégnance de ces difficultés. Et, bon, on imagine si les entreprises répondent qu'elles ont des difficultés d'approvisionnement, c'est que c'est quelque chose pour elles de significatif et qui va entraver leur production. Mais ça ne dit pas si ça veut dire que la production va être réduite ou s'il va falloir complètement arrêter une chaîne de production, par exemple. Donc là, il y a... Alors, on va essayer, on essaye là, mais je me livre, hein, dans les dernières enquêtes de conjoncture, celle du mois de novembre, on a essayé d'ajouter des questions un peu complémentaires, hein, sur la question de notamment alors moins de difficultés d'approvisionnement, je dirais que conséquence des hausses de prix de l'énergie. Parce que, encore une fois, ça peut être non linéaire. C'est-à-dire, c'est pas la même chose de dire oui, je souffre d'une hausse de prix d'énergie et je vais réfléchir à moduler un peu, etc. Et puis, j'arrête complètement un haut fourneau, une ligne de production, une usine. Et bon. Donc, on va essayer d'ajouter des questions complémentaires. Je parle avec prudence parce qu'à chaque fois qu'on ajoute des questions, notamment un peu qualitatives, on ne sait jamais trop comment ça va être, si ça va rencontrer du succès ou pas, si ça va être exploitable ou pas. Mais si c'est exploitable, vous le saurez dans les semaines qui viennent, on publiera. La deuxième chose qu'on peut faire, bien sûr, mais avec le recul, c'est on regardera si les entreprises qui ont signalé des difficultés d'approvisionnement sont celles dont l'activité ou les secteurs
dont l'activité a baissé a posteriori. Mais pour ça, il nous faut un petit peu de recul, évidemment. Et puis, ce qu'on a fait également, je ne sais pas si je réponds complètement à votre interrogation, mais enfin, j'essaye en tous les cas, c'est qu'on avait posé des questions particulières pour savoir si c'était pour les difficultés d'approvisionnement qui étaient liées à la guerre en Ukraine. Et je ne l'ai pas commenté, mais c'est les graphiques de la page 36. On a eu une interrogation en juin, une interrogation en septembre, donc c'était assez réactif par rapport au conflit ukrainien. Et on voit que les difficultés liées directement ou indirectement à la guerre en Ukraine, c'est les histogrammes, les surfaces orange et rouge, la part des entreprises qui en déclarent. Donc c'est très variable selon les secteurs. Et ça s'est plutôt réduit, sauf dans les matériels de transport, où en septembre, ça s'était fortement accru par rapport à la période précédente. Voilà comment on essaye d'identifier les choses. Tu veux peut-être ajouter quelque chose, Sylvain? Oui, ce que je peux dire sur les difficultés d'approvisionnement, on voit quand même typiquement les derniers graphiques qui sont les graphiques de l'impact sur l'activité. C'est quelque chose qu'on a vu et qu'on a vu notamment pendant le confinement de façon très spécifique sur certains secteurs, notamment le secteur de l'automobile. Ça fait partie des choses qui ont été... il y a certaines chaînes qui ont fermé et ça s'est vu de façon très significative. Il y a une certaine cohérence avec les difficultés d'approvisionnement ressenties, les évolutions de prix perçues par les entreprises et la manière dont on répond dans une enquête de conjoncture sur l'évolution de leur production, et ensuite ce qu'on voit dans l'indice de production industrielle. Donc on n'a pas la global picture, mais on voit que pour l'instant c'est assez cohérent. À cette singularité que je mentionnais tout à l'heure, que dans le vert on n'avait pas encore vu à ce jour, donc jusqu'au mois de septembre, de baisse de production. Merci beaucoup. Et toute dernière question, mais je pense avoir la réponse malheureusement. Vous n'avez pas de suivi des réserves d'énergie ou des stocks stratégiques constitués, ou vous ne mesurez pas d'une manière ou d'une autre le stock de ressources naturelles qui serait sur le territoire national à un moment donné? Le SDES le fait, donc ma collègue pourra vous en parler. Oui, sur le gaz et sur le pétrole aussi. Enfin, ouais. Je pense, parce que c'était... il y avait une politique européenne, et je pense que, si j'en crois mes dernières discussions avec la directrice générale d'Eurostat, on a sur le stockage de gaz des données très comparables entre les pays européens, et une corrélation dans tous les pays homogènes. Et dans la comptabilité des entreprises, vous avez fait des statistiques sur les stocks. Donc il y a forcément un peu de stock énergétique, mais c'est sûrement marginal, quoi. Alors là, oui, je pense, oui, parce que en fait, la question qui se pose, c'est dans le plan comptable. Alors, ça dépend après des secteurs. On ne fait pas le distinguo entre les sources d'énergie. C'est énergie eau. Alors, sinon, on voit bien que sur certains secteurs, c'est principalement l'énergie, l'électricité. Et puis, pour d'autres secteurs très industriels, l'énergie eau, parfois, c'est très difficile de faire le ratio entre ce qui relève de la consommation d'eau et ce qui relève de la consommation d'énergie. Mais effectivement, c'est partie des choses qu'on est en train de voir. Qu'on est en train de regarder parce que on enrichit le plan comptable avec une enquête sur lequel effectivement qu'on pourrait faire évoluer sur ce sujet-là. Mais ça n'arrive qu'avec 2 ans de retard. Oui, et c'est annuel. Quand on aura l'Elias, et c'est annuel. Donc, 2 ans de retard, 1 an et demi, quoi. Oui. Voilà, donc c'est. Oui. On n'exploite pas les comptes infra-annuels des entreprises. Je ne voudrais pas être responsable d'une évolution du plan comptable général. Est-ce que nos collègues présents ont des questions? Non, ça va pas de... Dans le micro, peut-être On a une position sur... Je disais, j'aurais plutôt des questions à Eurostat quand on les auditionnera, parce que de connaître réellement, parce qu'on a des histogrammes qui nous donnent l'information européenne, mais quelle est la position de la France par rapport à ces positions-là? Très bien. Monsieur le rapporteur, vous auriez encore... Non, je crois
des questions. Je crois qu'on a épuisé... Mon stock à défaut d'avoir épuisé les interlocuteurs. Écoutez, Monsieur Tavernier, Monsieur Moreau, Monsieur le directeur de cabinet, on vous remercie d'avoir accepté et d'avoir répondu à notre invitation. Nous ne manquerons pas de vous solliciter peut-être au fil de l'eau pour un certain nombre de consolidations de données, notamment après des échanges à construire là qu'on a bien tracé avec les autres institutions chargées des statistiques, que ce soit à la DGEC ou aux douanes. Et puis après, échange aussi avec Eurostat, qui nous semble être un élément intéressant. Je vous remercie et je souhaite à tous les membres de cette commission une belle soirée.